Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Voilà, au moment où j'enregistre, on vient de finir Backlash, là il est 22 h à peu près. Et du coup, on va un peu débriefer sur ce show euh, qui, j'avoue, était bien, mais je dirais bien sans plus. J'avoue qu'il y a des choses qui m'ont un peu agacé, voilà, des choses que j'ai trouvées vraiment pas terribles, souvent liées au public. Et sinon, dans le ring, c'était plutôt sympa, mais encore une fois, j'ai pas trouvé non plus que l'on était dans un show extraordinaire. Je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux. Euh, Bref, on va revenir un peu sur les matchs et tous les uns après les autres. Il n'y aura pas de pronostic parce que bah, j'en ai pas fait. Et d'ailleurs, j'aurais dû les faire parce que bah, tout ce que j'avais en tête comme victoire, c'est ce qu'on a eu, hein. Euh, voilà, victoire de la Bloodline, la plupart des champions qui conservent, sauf Cargill et Bianca Belair, hein. Je voyais pas dans quel univers Bianca Belair et Cargill perdaient contre les Kabuki Warriors. Bref, c'était, comme dit, sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc on va commencer avec l'opener, donc Kevin Owens et Randy Orton contre Solo Sikoa et Tama Tonga. Alors très bonne idée en soi pour chauffer la foule. Tu fous un Randy Orton, automatiquement tu es sûr que la foule elle est réveillée. Euh, voilà. En commentaire j'ai mis grosse ambiance lors des entrées. Surtout celle de Randy Orton où le public chante le theme song de Randy Orton. C'était magnifique, c'était génial. Je sais plus quel catcheur a eu le droit à la même. Alors, il y a un autre catcheur qui aura le droit dans l'épisode là, mais il y a un autre catcheur qui y avait eu le droit dans un autre PLE ou un live event, je sais plus. Je sais qu'il y a un autre catcheur, je me souviens, pareil, où le public chantait carrément sa chanson. Bref, c'est toujours assez cool à voir. Le match en lui-même est plutôt sympa. Alors après, il commence de la manière que je déteste le plus pour les matchs par équipe. C'est en mode, ça part en couille, on part en baston. Et là, c'est même pas on part un peu en baston et après chacun va dans son camp et débute le match. Alors, c'est vraiment, ça part en baston. T'as des officiels qui arrivent de partout pour essayer de calmer tout le monde. Euh, et au final, Nick Aldis, il va venir, il va dire, comme on dit ici en France, lâchez-vous. Et globalement, il transforme le match en street fight. Voilà, donc le mec il arrive comme ça, il change les règles du match. Bon, ok. Et du coup, bah, le match il continue en street fight. Et j'avoue que le début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Parce qu'en fait, le début, c'est un peu le match de la Bloodline contre Cody et Seth Rollins. Et allez hop, il y en a un qui est dans ce coin-là du public, l'autre qui est dans ce coin-là du public, et puis ça se frappe dessus dans chaque coin. Sauf que là, clairement, les au moins, je sais pas combien de temps a duré le match, mais j'ai trouvé que c'était très long. Mais en tout cas, le début de match, c'est clairement la Bloodline qui se fait punir par Orton je vais dire Cody Rose. Dans la tête, j'avais Cena, ce qui n'est pas mieux non plus. Kevin Owens, du coup. Clairement, les premières minutes, mais vraiment très longues premières minutes, c'est vraiment une punition de Randy et Owens sur la Bloodline. Et en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais là, c'est juste que c'était long. Vraiment, au bout d'un moment, c'était juste chiant à regarder. Euh, j'ai bien aimé un petit moment où Randy Orton il va troller le public, puisque Kevin Owens va monter sur la barricade pour faire un splash sur, je crois, Tamatonga. Et du coup, Randy va monter sur le tablier aussi, puis il va être en mode chauffer la foule. Et après, il va être en mode non, moi je fais pas de splash, je descends juste de la barricade. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Qui est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, il y a Kevin Owens qui a fait une powerbomb parce qu'ils vont sortir des tables de partout. Parce que le public, hein, apparemment, il n'y a pas que aux États-Unis où ils ont un problème avec les tables. Ici aussi, ils demandent des tables. Il y en a 3 qui seront sorties au total et qui seront utilisées. Une où Tamatonga va recevoir une powerbomb de Kevin Owens.
une quasiment juste après où Solo Sikoa, enfin Samoan Drop à travers la table sur Randy Orton. Et la troisième, c'est un peu plus tard, où Kevin Owens va projeter Solo Sikoa à travers une dernière table. J'ai noté également des très beaux RKO de Randy Orton, hein, franchement très très bien foutu, notamment un sur la table des commentateurs sur Tama Tonga. On a également un Owens qui va envoyer un brainbuster de la deuxième corde au niveau du coin dans les chaises sur Tonga. Et au moment de faire le tomber, l'arbitre se fait tirer à l'extérieur du ring et intervient alors c'est un Tonga, je sais pas comment, je sais plus comment, Tonga Loa, un truc comme ça. N'hésitez pas à me corriger, mais globalement, qui semblerait être le frère de Tamatonga, donc voilà, qui intervient pour rejoindre la Bloodline. Voilà, de toute façon, il y avait des rumeurs, je sais pas si réellement sur lui qu'il y avait des rumeurs, mais en tout cas, quand j'ai vu les pronos de Sturi, il parlait lui-même d'un membre de la famille qui pourrait intervenir à Backlash. Et ben, finalement, on l'a bien eu. Et du coup, Solo Sikoa va terminer le match avec une sorte de genre le sorte de manette de slam, hein, je sais plus comment il s'appelle, rock bottom, un peu un truc dans ce style-là, sur Kevin Owens à travers une chaise, suivi du Samoan Spike pour la victoire. Du coup, victoire de la Bloodline. J'ai bien aimé la réaction de Paul Heyman où on sent qu'il n'a pas le même lien avec Solo Sikoa et cette nouvelle Bloodline qu'avec Roman Reigns. Puisque là où avec Roman Reigns ça le dérangeait pas de voir Kevin Owens se faire détruire à Royal Rumble 2023, ici Paul Heyman il est en mode de tempérer les caractères pour pas qu'on agresse Kevin Owens, et il va même être obligé de lever le doigt, tu sens qu'il est pas à l'aise. J'aime bien ce qui se passe. Après j'ai noté le match 3,5 sur 5 parce que le début était très très long. Franchement, je suis beaucoup ennuyé au début du match. Ça a commencé typiquement comme un match par équipe que je déteste. Et il y a aussi le fait que Randy Orton a beaucoup dormi pendant ce match. Voilà, au bout d'un moment, dès que la Bloodline a commencé à reprendre le dessus, Randy Orton il a beaucoup dormi. Et c'est surtout Kevin Owens qui s'est battu. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que globalement c'est un peu comme si tu avais un match classique, hein, comme on a vu un peu après, par équipe, mais sauf que là, il n'y a pas de qualification, donc Randy Orton il dort, tout le monde en a rien à foutre, alors qu'il pourrait en profiter pour le massacrer encore plus et faire tomber sur lui, mais non. Donc voilà, premier match plutôt sympa, mais ça aurait pu être mieux. Par la suite, on a un match où pareil, on a une dynamique assez particulière à cause du public, notamment. C'est Bayley contre Tiffany Stratton contre Naomi pour le titre de Bayley. Je sais plus comment s'appelle sa ceinture. Euh, et oula, attendez, j'ai juste corrigé un truc. Hop là. J'ai mis mon résumé dans le commentaire. Ouais, c'est mieux comme ça. Du coup, match plutôt sympa. Donc à nouveau, hein, en commentaire, j'ai mis un public plutôt sympa pendant les entrées, moins bruyant que pendant l'opener, ou le match suivant, ou l'entrée de Cody Rhodes, mais quand même un peu bruyant. Et ce qui donne une dynamique assez bizarre au match, c'est que déjà on va avoir plein de cris et même un chant pour Bayley. Ça c'est très très cool, ça fait plaisir à entendre. Mais aussi pour Tiffany Stratton, ce qui fait que quand Tiffany Stratton elle prend le dessus sur d'autres catcheuses et surtout sur Naomi, et le public scande pour elle. Alors que normalement c'est la heel du match, elle devrait être huée. Et non, à plusieurs reprises pendant le match, il y a des chants Tiffy Time. Et du coup, en fait, le public supporte Bayley, supporte Tiffany Stratton. Quand Naomi fait un move vraiment sympa, le public va un peu popper. Mais dans la globalité du match, le public en a quasiment rien à foutre de Naomi. Et d'ailleurs, c'est un peu méchant pour elle, mais moi non plus, j'en ai un peu rien à foutre de Naomi. Puisque depuis que je regarde le catch, elle n'a jamais été construite de manière intéressante.
Et du coup, bah, j'en ai jamais vraiment rien eu à faire. Ce qui est, encore une fois, assez triste pour elle. Et j'ai noté aussi, il y a un chant qui m'a saoulé, qui a commencé dans ce match, parce qu'effectivement, dans le premier match, comme c'était pas un match classique, bah, il pouvait pas y avoir ce chant de merde. Mais il y a un chant qui est revenu dans tous les matchs et qui m'a saoulé, mais saoulé. C'est ce chant simplement deux, mais vraiment, dès qu'il y avait un décompte de deux, le public qui chantait ça pendant, je sais pas, 30 secondes, une minute. Mais c'était insupportable, parce que ça n'a aucun putain de sens de chanter simplement deux. Ça n'a pas de sens. Et on verra qu'il y a eu pire comme chant que ça, selon moi. Mais je veux dire, ça n'a absolument pas de sens de chanter simplement deux. Je veux dire encore, un heal il fait le tomber, le face il se relève à deux, que le public il chante simplement deux pour bien, comment dire, titiller le heal et tout ça, à la limite, ce serait sympa. Mais là, à chaque tombée, à chaque décompte, enfin à chaque tombée où la personne se relève à deux, il te chante ça, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a. Moi j'aime bien que les choses y fassent sens, et là ça fait pas sens. Pour tout le monde et n'importe qui, dès qu'il y a tombé de deux, ils chantent ça. Et d'ailleurs, c'est un gros problème du public. C'est que le public, tu sens qu'ils veulent être bruyants, qu'ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont investis, mais ils veulent tellement montrer qu'ils sont investis qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils te font des chants qui n'ont aucun sens et dont on n'en a rien à foutre. Je veux dire, ce chant simplement d'eux, il est nul à chier. Et encore une fois, plus tard, ils vont chanter un autre truc qui, encore une fois, était complètement nul. Voilà, je suis un peu dur hein, avec les fans, hein. Ils ont mis une ambiance de dingue, mais j'avoue qu'il y a des chants qui m'ont saoulé et qui m'ont même un peu gâché le main event, parce que le main event a été gâché par le public, enfin pour mon expérience. En termes de résumé, j'ai noté quelques petites choses sympas, notamment un suicide dive de Bayley sur Tiffany Stratton, Naomi qui va faire un spear à Tiffany, ça c'était juste avant, à travers les cordes, et les deux vont finir à l'extérieur, c'était plutôt sympa. J'ai noté la descente du coup de Bayley qu'elle fait habituellement sur Naomi au centre du ring. Je sais pas comment elle fait, enfin pas que elle, hein, mais comment ils font pour prendre autant d'impulsion, c'est trop cool. Euh, et du coup, tout ça pour casser une soumission que Naomi faisait sur Tiffany Stratton. On a également Tiffany qui va envoyer une sorte de powerbomb à Bayley et une autre à Naomi, chacune sur une table des commentateurs. C'était plutôt sympa. Et finalement, Bayley va conserver sa ceinture en faisant un petit paquet sur Naomi. On aura un signe de respect avec une sorte de petit câlin et Naomi qui va lever le bras de Bayley à la fin. En vrai, je me suis dit, pourquoi pas un heel turn de Naomi? Ça pourrait être intéressant. Parce que maintenant qu'elle a perdu sa chance pour le titre, honnêtement, vous pensez qu'ils vont en faire quoi de Naomi, hein? Ils vont la mettre dans le tournoi du Queen of the Ring, qu'elle va très certainement pas gagner. Et puis bah, après, elle va faire quoi? Elle va encore disparaître jusqu'à faire son truc au Royal Rumble comme elle fait tous les ans, comme Kofi Kingston. Je veux dire, c'est dommage d'avoir cette écriture-là sur ces meufs-là. Enfin, je pense là à Naomi, mais je pense aussi à Kofi Kingston, qui du coup n'est pas une meuf, mais bon, bah, vous avez compris ce que je veux dire. Je trouve ça dommage qu'ils aient des écritures pareilles, parce que bah, c'est pas ouf ouf. Mais bon, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui sont bien écrits, si on peut dire ça comme ça, et les mêmes bah, qu'on met un petit peu en avant de temps en temps, et puis après, hop, on les oublie, jusqu'au Royal Rumble, voilà. Bref. Donc un petit turn de Naomi aurait pu être cool pour la repackager et peut-être tenter un truc où on dirait waouh, truc de dingue, on peut faire ça avec Naomi. Mais bon, bah ils l'ont pas fait. J'ai noté le match 3,25 sur 5. En soi, c'était un bon match. Mais déjà, j'ai pas trouvé que c'était aussi bien que l'opener. Alors pourtant, l'opener, j'ai eu du mal au début. Mais ce qui fait que j'enlève des points à ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de botches. Il y a eu plusieurs botches à droite à gauche. Pas mal de la part de Tiffany, mais en même temps, Tiffany Stratton, elle n'a pas énormément d'expérience. On l'a balancé très vite dans le roster principal.
Là, elle arrive, je crois, je me demande si c'est pas son premier PLE depuis qu'elle est dans le roster principal, donc on l'envoie directement dans un PLE, en plus un PLE où le public est bien bruyant, on attend pas mal et tout, avec du divertissement, et du coup je pense que elle lui a dû avoir énormément la pression, et ce qui fait qu'il y a eu plein de petits botches à droite à gauche, et pour moi, bah, je peux pas mettre plus que ça un match où il y a plein de botches et où bah, le match est juste bien sans plus quoi. Ensuite, on passe au match de championnat qui est sûrement le match que j'ai préféré. Voilà. Damian Priest contre Jey Uso pour le titre World Heavyweight. En commentaire plutôt, j'ai mis que l'entrée de Jey Uso avec le public était vraiment cool. À un moment donné, j'ai pas compris pourquoi les termes no hit étaient utilisés pour Damian Priest. Tu dis ok, c'est bon, Jimmy Uso, il est oublié. Voilà. On se met à chanter no hit pour Damian Priest. Bon, je comprends le délire, mais bon, euh, c'est un peu dommage de le faire pour Damian Priest alors que c'est déjà le truc d'un autre catcheur, quoi. Mais bon. Euh, En tout cas, j'ai bien aimé ce match. On a au début Jey Uso qui va s'amuser au début à ventiler avec le public, avec chaque côté où il est d'abord allez hop, on le fait sur la gauche, et puis après on le fait sur le devant, et après à droite, et après derrière, et après il fallait hop, je fais avec tout le monde, et là Damien Priest il intervient. J'ai trouvé ça malin pour donner une petite hit à Damien Priest dès son entrée. Euh, Ensuite, j'ai noté pas de petites choses intéressantes. Alors, le début est quand même un peu mou, un peu chiant. Et au bout d'un moment, tout va s'accélérer, notamment avec l'intervention de J.D. McDonough, qui va intervenir permettant à Damien Priest de porter un spear sur Jey Uso, qui ne suffira pas. Et d'ailleurs, Damien Priest va engueuler J.D. McDonough en disant que il n'a pas demandé au Judgment Day d'intervenir, qu'il veut gagner son match de championnat tout seul, sans aide. Euh, du coup, en perdant du temps là-dessus, il va se prendre un kick suivi du Uso Splash, mais ce ne sera pas suffisant pour gagner. Euh, Jey Uso ensuite va kick out du finisher de Damien Priest, plutôt étonnant. Il va notamment contrer le Shock Slam en portant une spear juste après. On a également une intervention de Finn Balor, voilà, qui laissera du temps à Damien Priest de reprendre ses esprits pour porter son Shock Slam, mais ça ne suffira pas. Donc les deux un peu prises finisher de Damien Priest ne marcheront pas sur Jey Uso. Un peu plus tard, Jey Uso va porter le Spear puis le Uso Splash sur Damien Priest, et alors qu'il aurait dû gagner, J.D. McDonough met le pied de Damien Priest sur la corde, et du coup, le tombé est annulé. On a également Damien Priest qui va porter son Shock Slam du coup depuis la deuxième corde dans le coin pour la victoire. Et après match, alors que Finn Balor et J.D. McDonough agressaient Jey Uso, Damien Priest va les en empêcher, il va même les engueuler, voilà, pour qu'on l'obéisse, et également parce que, encore une fois, il voulait gagner ce match tout seul, fair play, sans que d'autres n'interviennent. Donc c'est plutôt intéressant de savoir ce qui va passer par la suite. Je vais demander si on allait avoir la trahison de Finn Balor maintenant. Et finalement, non, on n'a pas eu la trahison de Finn Balor. J'ai noté le match 4 sur 5. C'était pour moi le match dans lequel je me suis senti le plus investi, où j'ai passé vraiment le meilleur moment. Ensuite, on a eu le pire match de la soirée selon moi. Là, c'est même encore pire que des botches. Ce qui va se passer dans ce match, c'est horrible. Bianca Belair et Jade Cargill contre Kairi Sane et Asuka pour les titres par équipe. J'ai mis en commentaire un public moins bruyant, à part leur simplement deux à la con et quelques petits chants par moment pour Cargill ou Bianca Belair. Mais dans la globalité, on a été quand même assez moins bruyant que d'autres matchs. On va revenir sur ce qui a été intéressant et revenir sur le truc qui m'a fait péter un câble pendant ce match. C'est qu'il y a eu des choses intéressantes. On a eu un beau crossbody de Kairi Sane sur Bianca Belair de la troisième corde vers l'extérieur.
On a eu un springboard crossbody de Jade Cargill. Alors celle-là, je m'y attendais pas sur les Kabuki Warriors. C'était plutôt cool. À un moment donné, alors je serais incapable de redécrire l'action, mais on a eu un bel enchaînement par équipe de Bianca Belair et Cargill qui pourrait servir de finisher par équipe. Franchement, c'était plutôt cool. Euh, j'ai mis grosse descente du coup de Kairi Sane sur Bianca Belair, mais Jade Cargill va casser le tombé. Et au final, victoire de Bianca Belair et Jade Cargill avec le finisher de chacune d'entre elles sur chacune des membres de Kabuki Warriors. Enfin, je veux dire, par exemple, une fait le finisher sur Kairi et l'autre sur Asuka. Voilà. Mais du coup, la catastrophe de ce match, c'est un botch sur les tags. C'est une horreur. C'est une horreur, vraiment. Hein. Et au point où tout le monde l'a vu, il y a même eu un chant là-dessus, puisque en gros, Kairi Sane et Asuka, elles font le tag. Donc, Asuka est censée devenir la catcheuse légale. Sauf que Kairi Sane est encore en train de se battre dans le ring. Et Kairi Sane, elle continue de se battre, elle essaye même de faire une soumission à Jade Cargill, mais l'arbitre, il lui dit, tu as tapé, tu n'es pas la femme légale, puisque Kairi Sane attendait de faire le tombé et tout, il lui dit, tu n'es pas la femme légale. Tu dois sortir, c'est Asuka qui doit être dans le ring. Et du coup, Kairi Sane, tu sais pas pourquoi, il continue à faire son truc, t'as même le public qui est en train de chanter, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Parce que même le public, il entend, il a compris qu'il y a un truc qui va pas. Et ensuite, Kairi Sane, elle retourne vers le coin. T'as Asuka qui lui fait le tag pour rentrer dans le ring. Alors que techniquement, c'est déjà elle la catcheuse légale. Bref, il n'y a rien qui va. Et même sur la fin du match, je suis même pas sûr que le tombé ait été fait sur la bonne catcheuse. Parce que c'est tellement le bordel sur les tags que je crois que Kairi Sane était la catcheuse légale, mais que le tombé a été fait sur Asuka. Ou alors il y a eu encore un tag de fait qu'on n'a pas vu. Hein. Franchement, c'était n'importe quoi. Le match, honnêtement, il était assez ennuyeux à regarder. Je me suis fait chier. Et là, quand il a commencé à y avoir ces botches sur les tags, je me suis dit, pourtant, c'est pas le truc le plus compliqué à suivre. Hein. Quand il y a eu les botches là-dessus, plus le public là qui chante, c'est simplement deux à la con, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Et j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver au main event parce que j'en pouvais plus. Et le main event va-t-il sauver le tout? Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai noté le match précédent en 2,5 sur 5, je mets à peine la moyenne. Et c'est même très très gentil de mettre la moyenne à ça. Du coup, main event, AJ Styles contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed. On aura une petite chanson, tu es vraiment phénoménal pour AJ Styles, c'était plutôt cool. Ouais, pour Cody Rhodes, en général, ils vont scander son nom. Et pendant l'entrée de Cody Rhodes, comme pour Randy Orton, ils vont chanter son theme song en entier. Ça, c'était plutôt stylé. Dans le match, j'ai noté quelques petits trucs intéressants, notamment AJ Styles qui va tenter de faire passer Cody Rhodes à travers la table des commentateurs français. Ça, je trouvais ça cool. On est en France, il veut s'en prendre à la table des commentateurs français, je trouvais ça cool. On a eu des petites choses sympas, une sorte de souplex sur le tablier, une powerbomb de Cody Rhodes à travers la table des commentateurs français sur AJ Styles. Voilà, faut jamais essayer de faire passer les gens à travers la table des commentateurs, et 3/4 du temps, c'est toi qui finis par passer à travers. J'ai noté un beau springboard 450 splash de AJ Styles. Et finalement, Cody Rhodes, après un ou deux Cody Cutter qui n'ont pas suffi, il en envoie un, avec un springboard sur la troisième corde qui était vraiment stylé. J'appelais ça le super Cody Cutter. Voilà, suivi d'un crossroad pour la victoire. J'ai noté le match 3,5 sur 5 parce qu'il y a deux choses qui m'ont pas plu. Il y a ce qui déjà m'avait pas plu dans le finish du match Sami Zayn Gunther à WrestleMania, c'est ce regain d'énergie et tout, encore avec le démon Finn Balor, c'était compréhensible. Là, sur des gens normaux, j'aime pas du tout quand on fait ça. Une sorte de regain d'énergie, ils reviennent en pleine puissance. Là, vraiment, Cody Rhodes, il s'est transformé en Super Cody, hein, on pourrait dire ça. S'il n'était pas déjà blond, ses cheveux se seraient transformés en blond, hein, il serait devenu un Super Saiyan, le gars. Bref, et puis il a fini par démonter AJ Styles. J'ai trouvé le match également très très long. Très long.
et assez ennuyeux par moments. Franchement, il y a des moments où je suis vraiment ennuyé. Voilà. Et surtout, le truc qui m'a énervé, c'est le fait que le public ait chanté la Marseillaise. Ça, ça m'a dégoûté. Voilà. Alors, je suis pas un anti-français, hein. Voilà, j'aime bien mon pays, j'aime bien ma région, j'aime beaucoup la ville dans laquelle j'habite, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la Marseillaise doit rester dans certains cadres. Voilà, la Marseillaise doit rester dans des cadres, j'ai envie de dire, officiels. Ou comme dans les divertissements sportifs, quand c'est pendant une Coupe du Monde ou un truc comme ça, que la Marseillaise, chaque pays la chante avant de débuter un match, me dit ok, ça passe. Par contre, là, en plein match chanter la Marseillaise, je vois pas l'intérêt. Ça n'a aucun sens encore une fois. Tu sens que les mecs, ils savent pas quoi chanter, donc ils chantent de la merde. Et chanter la Marseillaise pendant un show du divertissement, je trouve ça nul. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps en vidéo, quand j'avais fait une vidéo sur le carnaval de Caen de 2024, où pareil, tu as un des chars qui arrive au Parc Expo et qui nous dit bon bah pour terminer le show, on va chanter la Marseillaise. Alors déjà je me dis ok, tu chantes la Marseillaise alors qu'il y a peut-être 10-15% du public autour de toi, ce sont des étudiants étrangers, donc tu exclus les étudiants étrangers de ton chant, parce que bah, les étrangers ne sont pas forcément au courant de la Marseillaise, ils viennent pour étudier, ils viennent pas pour connaître la Marseillaise. Donc tu exclus déjà tout un public de la fin de ton show. Et en plus, t'en avais, mais vraiment, t'aurais dit des nazis, hein. Très clairement, t'avais des gens qui étaient vraiment la main droite levée. Bon, techniquement, ils avaient plus le poing levé. Mais techniquement, vous imaginez la posture des nazis quand ils lèvent la main, c'était exactement la même, mais le poing fermé, quoi. Ils sont en train de chanter la Marseillaise. Vraiment, ça faisait vraiment. T'en avais plein, vraiment, ça faisait gros raciste, c'était horrible, hein. Avec mon groupe d'amis, on se sentait hyper mal à l'aise. Euh, c'était juste horrible ce truc. Et encore une fois, j'ai rien de spécial contre la Marseillaise, mais elle doit rester dans un certain cadre. Dans un cadre en plus où tu as des étrangers autour de toi, je trouve ça hyper malaisant. Et là, au carnaval de Caen, c'était encore plus malaisant parce que vraiment, quand tu vois les gens avec leurs poings levés, mais t'avais l'impression de. C'est vraiment très dur hein, quand j'utilise le mot nazi, mais vraiment, t'avais l'impression d'être là-dedans. C'était horrible. Et puis de savoir qu'en plus tout autour, t'as plein d'étudiants étrangers qui sont pas au courant vraiment de ce que c'est la Marseillaise et tout, et qui voient des gens le poing levé comme ça, très fiers de chanter leur truc. Tu te dis, mais c'est hyper malaisant. Moi, avec mon groupe d'amis, on était hyper mal à l'aise, hein, et pourtant, on a rien contre la France, mais on a d'autres façons de montrer qu'on aime bien l'endroit où on vit, quoi. Bref. Et pour moi, bah, ici c'est pareil. La Marseillaise, c'est hyper malaisant. Je veux dire, tu accueilles des étrangers parce que bah, les stars, elles sont toutes étrangères. Tu les accueilles avec la Marseillaise. C'est hyper chelou. En plus, c'est vraiment le truc bien patriote, bien machin. En général, les patriotes, hein, c'est pas les gens les plus cool. Euh, et là, tu fais ça en plein main event. Non, non. Je suis contre ça, moi. Franchement, que tu le chantes en début pour l'hymne national, machin, et encore, faudrait à la limite qu'il y ait un catcheur français qui se présente, ok, ok. Mais là, dans un divertissement sportif, en plus un divertissement sportif étranger, tu viens montrer ta fierté d'être français, ben ça n'a aucun sens. Tu peux montrer que tu es fier d'être français, mais pas là, pas à ce moment-là, c'est ridicule. Donc voilà, moi tout ça, ça m'a beaucoup dérangé. Plus le fait que le match est long, plus leur simplement 2 à la con, là, qui m'a saoulé pendant tout le show. Voilà, j'ai noté le match 3,5 sur 5, parce qu'après, pour moi, c'était pas non plus à la hauteur du talent des deux catcheurs. Les deux nous ont montré des matchs beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je mets pas plus.
On va maintenant conclure donc sur un show que j'ai trouvé plutôt moyen, faut être honnête, hein. Malgré les records qu'on a battus, et pour ça faut féliciter quand même le public d'avoir réussi à battre ces records-là, avec notamment, euh, je crois, la meilleure rentabilité de l'histoire de SmackDown pour vendredi, et la meilleure rentabilité d'un épisode de Backlash également ce soir, enfin du moins hier soir, au moment où vous verrez la vidéo. Euh, et voilà. Donc vraiment, GG à eux. Et c'est pour ça que je dis, ça se sent que les Français voulaient vraiment montrer qu'on était là, qu'on était présent, qu'on allait soutenir le programme, qu'on allait montrer à quel point on est fier et content d'avoir été choisi pour avoir un PLE. Voilà, bien qu'on sait que le mois prochain ce sera en Écosse. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que vraiment, Clash at the Castle, c'est à Glasgow, je crois, une semaine et demie avant que j'aille à Édimbourg. Franchement, ce serait tombé en même temps. J'aurais peut-être tenté d'avoir un ticket pour aller vite fait à Glasgow voir le show. Mais bon, bah, malheureusement, c'est pas le cas parce que le WWE sera déjà reparti quand moi j'arriverai en Écosse. Ça, c'est très dommage. Mais du coup, pour en revenir là, euh, oui, du coup, comme je disais, le public français a tellement voulu montrer qu'il était présent qu'au final, ça n'a pas été incroyable. Dans le sens où ils ont tellement voulu donner de la voix qu'ils ont chanté tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit, la Marseillaise, pour moi, ça n'a rien à foutre là. Simplement deux, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça ne fait pas sens de chanter ça. Donc, je crois qu'à la limite, tu vois, je préfère vraiment un public qui, certes, est bruyant, mais dont les chants sont logiques. Voilà. Je préfère clairement ça. Et même limite, je préfère un public qui est beaucoup moins bruyant que celui de la France, mais qui au moins a des chants logiques. Là, pendant les matchs complets, vraiment, le public est chanté, c'est très bien, ça met de l'ambiance, mais ayez des chants logiques. Je veux dire, on a eu des chants qui étaient vraiment bien, on en a eu des This is awesome, le chant du tu t'es trompé, ça c'était marrant, le tu es phénoménal pour AJ Styles, ça c'était incroyable. Le chant pour Bailey, il était très cool. Les chants Yeet, No Yeet, c'était très très cool aussi. Enfin bref, je dis pas qu'il y a eu que du mauvais dans les chants, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais ça se sentait que ils savaient pas quoi faire de plus. On a aussi le fameux chant Popo Popo là qu'on entend un peu partout dans les trucs sportifs. Pareil, tu sens que là ils savaient pas quoi chanter. Et, et j'ai envie de dire, mais quand vous savez pas quoi faire, juste ne faites rien et profitez également du show. Au lieu de juste montrer que vous êtes là et donner de la voix. Parce que là, vous l'avez fait. Dans les trois quarts des moments, c'était bien. Mais il y a juste des moments où honnêtement ça m'a saoulé. Voilà. Surtout le chant simplement 2, où d'un moment j'en pouvais plus. Déjà, dès le match de Bailey, j'en pouvais plus d'entendre ça. Alors quoi, en plus ils l'ont fait dans tous les matchs suivants. À la fin, j'étais en mode putain, pitié que ce soit terminé, j'en peux plus. En plus, on se tape la Marseillaise, en plus j'étais en mode oh putain, j'ai envie de me foutre une balle dans la tête. C'est hyper honteux de faire ça. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Dans la globalité, ouais, le public a quand même été plutôt satisfaisant, à part quelques écarts. Après les matchs, pour moi, c'était pas à la hauteur. Je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup mieux. On a eu beaucoup de botches, malheureusement, sur les deux matchs féminins. Hein, c'est triste de les pointer du doigt, mais en même temps, c'est les deux qui ont fait des botches. Un sur les tags, l'autre sur des prises. Voilà. Et même les autres matchs, je trouve que c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. On sent que je sais pas si c'est vraiment ça, si c'est parce qu'on est à l'étranger ou quoi que ce soit, que ils ont moins voulu mettre le paquet sur les matchs. Parce que je trouve que ça manque d'un truc. Et à Clash at the Castle, j'avais un peu ressenti ça aussi l'année dernière. On nous avait ramené Solo Sikoa. Là, on nous fait un peu la même. On nous ramène le frère de Tamatonga.
Et c'est tout en fait. Il n'y a pas vraiment de trucs surprenants, quoi que ce soit. S'il y en a qui ont été surpris par la victoire de Cargill Bel-Air, je sais pas comment vous faites, parce que franchement, euh, à zéro moment, j'imaginais que ces filles-là allaient perdre leur match de championnat. Donc voilà. Et voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. En fait, je suis même plutôt. En fait, je suis content d'un côté en tant que Français qu'on ait réussi à marquer la WWE, à marquer les esprits en réussissant des records. Et en même temps, je suis déçu du résultat du show dans sa globalité. C'est un peu particulier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à la fois du show en lui-même, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du chant de la Marseillaise. Est-ce que, comme pour moi, vous trouvez que c'est honteux de chanter la Marseillaise dans un cadre qui n'est pas fait pour, ou est-ce que pour vous c'est normal de chanter la Marseillaise comme ça en plein milieu d'un show qui n'est pas fait pour. Voilà. Je veux dire, aux États-Unis, t'entends pas les gens chanter les nationales américains en plein main event d'un show. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Peut-être que mes propos vont choquer sur la Marseillaise, mais j'en ai absolument rien à foutre de ce que vous en pensez. Voilà. Enfin, j'ai rien à foutre de ce que vous pensez, de ce que moi je pense de la Marseillaise, mais ce que vous pensez de l'utilisation de la Marseillaise, ça m'intéresse. Voilà, vous trompez pas sur mes propos. Bref. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouvera pour les épisodes classiques de NXT la semaine prochaine. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.